Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Poirier, bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. On va donc parler à plein d'experts de la santé qui vont nous faire découvrir des facettes cachées qu'on peut utiliser pour améliorer notre bien-être. On va aussi aller découvrir les humains derrière ces experts-là, avec des histoires passionnantes qui, on espère, vont vous inspirer à devenir le meilleur de vous-même. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Dr Jean-Pierre Després, qui est professeur titulaire au département de kinésiologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval, ainsi que directeur scientifique chez Vitam, centre de recherche en santé durable. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pierre-Olivier. Ça va bien? Ça va toujours bien quand je te vois. Oui, ben, ça va tellement bien que je me suis ramassé avec un diachylon, un plaster sur le nez. Fait que là, pour ceux qui écoutent, en fait, ceux qui écoutent en audio, ben, oubliez tout ce que je vais dire là, c'est pas pertinent pour vous. Ceux qui me voient en vidéo, je veux quand même le dire, parce que tout le monde va m'envoyer des petits messages avec qu'est-ce que tu avais eu. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai sauvé une veuve et un orphelin de la noyade, certaine, dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, mais ça a fini. Bon, c'était soit ça ou une pôle à rideau sur le nez, là, je suis pas certain de l'histoire, c'est un peu confus, avec la petite commotion. Mais c'est juste ça. Donc, Jean-Pierre, je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui pour parler, faire un podcast, avoir une discussion. Je t'ai entendu dire dans un autre podcast, en fait, que tu voulais pas prêcher, là, faire l'apôtre et prêcher la bonne nouvelle, mais d'avoir des discussions citoyennes. Des conversations citoyennes. Conversations citoyennes, parfait, j'aime ça. Okay, on va avoir une conversation citoyenne. On va parler de sujets qui sont importants, des sujets qui nous touchent. Mais ce qu'on aime faire aussi dans nos podcasts chez Humain 360, c'est de savoir d'où les gens arrivent, sans passer 20 minutes sur le sujet. Mais petit Jean-Pierre, déjà, petit Jean-Pierre, il était où? Petit Jean-Pierre, c'est un petit gars de Montmagny, tricoté en laine de Montmagny. Il vient du milieu rural. Fait qu'il a fait son primaire, son secondaire à Montmagny, puis il s'est retrouvé à Québec pour faire son cégep, entrer à l'Université Laval au milieu des années 70. Ça traduit mon âge. Le PEP, c'était tout neuf à l'époque, il était ouvert depuis quelques années. Puis là, j'ai rencontré un prof à 18 ans, mon premier cours, qui s'appelait Claude Bouchard, il est toujours vivant, là, puis qui dit, moi, je veux étudier, j'arrive, je veux faire de la recherche, je veux étudier la santé, la condition physique des familles de la région de Québec. Vous n'êtes pas formé encore, mais je vais vous former dans mon équipe de recherche. Ceux qui s'intéressent, levez la main. J'ai levé la main. Puis là, j'ai baigné dans l'univers de la recherche tout de suite à 18 ans. J'ai eu une grosse piqûre dans la fesse droite. J'ai dit, je veux faire ça toute ma vie. Rencontrer des gens qui déjà à l'époque se posaient des questions sur leur santé, quoi faire pour être en santé. Puis moi, j'avais même pas le nombril sec, je savais rien. Mais là, tu dis, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Fait que j'en ai passé des samedis matins à la bibliothèque scientifique de l'Université Laval pour aller chercher des papiers, faire des photocopies. Mais c'était une période magique. Là. Mais là, si on dit 18 ans, c'est même avant la fin du bac. Parce que c'était pas un bac en kinésiologie, parce qu'il n'y avait pas de kinésiologie. Ça s'appelait bac en sciences d'activité physique à l'époque. C'était la première année parce que j'avais été admis en médecine. Puis moi, je voulais m'en aller en médecine, mais quand j'ai vu que ce bac-là existait, je disais, je pourrais toujours y aller en médecine si jamais c'est pas à mon goût. Mais malheureusement, c'est ça, j'ai eu cette grosse piqûre-là tout de suite en partant pour la recherche, baigner dans le milieu de la recherche, dire, hey, on peut faire des études pour répondre à des questions, trouver des réponses qui sont pertinentes à la santé des gens, puis à la relation entre leur mode de vie, leurs habitudes de vie, particulièrement, évidemment, le rôle de l'activité physique, puis la santé. J'étais complètement conquis très, très tôt dans ma vie. J'ai été privilégié, finalement. Je me sens privilégié. Bonne place au bon moment. Oui. On dit, on lève la main, puis on n'a pas besoin d'un autre chemin. Oui, c'est ça. Puis surtout de nos jours, où est-ce qu'on sait que, je ne sais plus des statistiques exactes, mais tu sais, le milléniaux actuel va avoir l'équivalent de 3 carrières là, différentes au courant de sa vie. Là, puis c'est pas en soi une mauvaise chose, là, mais d'avoir vraiment un chemin tracé, une ligne directrice comme ça, c'est... à un moment donné, quand tu trouves, tu sais, encore une fois, tu dis, c'est fait pour moi, cette vie-là, parce que c'est une vie compétitive. Moi, je suis compétitif. Je veux dire, j'étais coureur de marathon, là, puis il faut aller plus vite. Puis quand tu fais un sport individuel comme ça, tu ne te fies pas aux autres. Tu te dis, regarde, là, si tu veux aller plus vite, mon homme, bon temps du kilomètre. tu t'entraînes. Puis je te dirais même que ce volet-là m'a beaucoup aidé dans ma formation puis ma carrière parce qu'il n'y a rien de gratuit.
go get it. Il n'y a rien C'est de un gratuit. monde de performance. Oui, bien C'est ça. surtout. Puis ma femme étant professeure à l'université, on sait que je le vis de l'intérieur aussi. Là, c'est un monde de performance pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais en fait, là, ça dépend comment tu. Parce que je comprends, il y a bien des gens, là, comprenez-moi bien, il y a bien des gens pour qui le milieu de la recherche, c'est pas fait pour eux autres, puis c'est correct, là. Mais moi, compétitif que je suis, c'était non, on est capable de faire des choses au Québec. Puis mon mentor était comme ça aussi, il est arrivé à Québec en disant on va réaliser, on n'est pas né pour un petit pain, on va faire des grandes choses. On va en parler plus tard dans notre conversation aujourd'hui, mais après, par exemple, je te dirais, puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre, j'ai déchanté parce que je me suis dit, ça n'a aucun sens de voir qu'on a fait toute cette science. Moi, ça fait 40 ans maintenant que je suis chercheur, professeur, tu sais, j'ai 66 ans, là, Pierre-Olivier, ça fait 40 ans que je fais ça. Puis je me dis, là, il y a un fossé énorme en toute cette science-là qu'on a produite qui est pertinente à la santé de tout le monde, de tout âge. Puis ce qui est communiqué aussi, surtout dans les médias, là, on en parlera. Là. Puis moi, j'avais en tête, j'allais mal finir la phrase, mais je pense aussi même, on peut aller jusqu'à la politique de la chose, la gouvernance, pour dire, ben, il y a des connaissances qu'on a, mais qui se reflètent pas non plus dans les programmes ou dans la gouvernance. Puis là, on pourra en parler aussi, parce que ça peut changer. On va en parler aussi. Mais c'est ça, si on se base sur les dernières décennies, l'information était déjà là, puis c'était difficile d'amener ça jusqu'à la concrétisation, finalement. Et là, encore une fois, pour ceux qui m'écoutent en audio, vous allez entendre tout ça de temps en temps là, parce que c'est la vie. Hein, ils ont des petites infections respiratoires hautes. Est-ce qu'il y a un moment clé? Est-ce que c'est quand Dr Boucher Claude Bouchard. A fait un appel à tous, ou est-ce qu'il y a un autre moment clé qui a comme dirigé vers la santé durable? Ça, c'est plus récent un peu? Ça, c'est beaucoup plus récent. Là. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses. Il y a 35 ans de travaux de recherche avant qu'on en arrive là. Je te dirais aussi qu'après ma formation doctorale, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, moi, je m'intéressais très, très tôt dans la vie. Je me suis intéressé à l'association entre l'adiposité, la graisse corporelle, tissu adipeux, puis la santé. Puis tout de suite, écoute, ça remonte à très longtemps. Là. On remonte à 45 ans en arrière. Tu sais, le fameux IMC, l'indice de masse corporelle, là, qui est utilisé pour toujours, ça c'est hallucinant, en 2024, pour encore catégoriser les gens en poids santé, en surpoids et en obésité. Déjà à l'époque, quand on faisait nos études des familles, il y avait des papas puis des mamans qui étaient dans la fourchette surpoids puis qui étaient en parfaite santé. Puis il y en a d'autres qui étaient dans le poids santé puis qui avaient de l'hypertension, puis il y avait des problèmes de transport du cholestérol. Je me suis dit, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et à l'époque, donc, avec le docteur Bouchard, puis avec un médecin qui est toujours ici au PEPS, à la clinique de médecine sportive, le docteur Germain Thériault, on faisait des prélèvements, on allait chercher par des petites biopsies, des morceaux de tissu adipeux, puis j'ai été capable, c'était magique, d'être capable d'étudier l'impact de l'entraînement, l'exercice sur la morphologie du tissu adipeux, sur le fonctionnement des cellules adipeuses, sur leur taille. On a publié les plus petites cellules adipeuses au monde. Là, c'est on a pris des personnes qui avaient déjà été obèses, qui se sont entraînées parce que c'était très à la mode. Là, à la fin des années 70, il y avait beaucoup de monde qui courait. Puis on a eu accès, parce que j'avais des chums qui étaient des coureurs de marathon plus âgés que moi à l'époque, évidemment, qui avaient dans la jeune quarantaine, des vétérans, mais qui avaient déjà eu une obésité importante. Ouais. Puis là, on a regardé leurs cellules adipeuses. Elle était minuscule. On a publié les plus petits adipocytes au monde. Mais ça, c'est des petits adipocytes qui ont faim aussi. Oui, c'est ça. Leur nombre était plus important. C'est ça. Alors, ces gens-là avaient 2 fois plus, parce qu'on a à peu près entre 20 et 40 milliards de cellules adipeuses dans notre corps. Mais chez les gens qui ont une obésité importante, ça peut être 60, 70, 80 milliards. Puis c'est ça qu'on avait trouvé chez eux. Il y en avait plus, mais elles étaient toutes petites. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces travaux-là lors de mon doctorat. Puis après, en 1984, je me suis retrouvé au département de médecine à l'Université de Toronto dans un environnement très, très médical, chirurgien cardiaque, diabétologie, tout ça. Puis j'ai dit, oh boy, qu'on n'est pas là. Oh, que l'activité physique n'est pas là. Oh, que la physiologie de l'exercice n'est pas là. Et c'est là, après ma formation postdoctorale, je suis revenu à l'Université Laval à l'été 1986. Puis là, j'ai dit, je vais faire le pont. On va faire le pont. Je vais vraiment patauger dans le milieu de la gestion de la maladie, puis je le dis avec beaucoup de respect. Là. Alors, j'ai été pendant 13 ans à l'hôpital universitaire, à la clinique des lipides. Ça s'appelait à l'époque le Centre de recherche et maladies
lipédique. J'ai été là pendant 13 ans. Après ça, j'ai été 20 ans à diriger la recherche à l'Institut de cardiologie à l'IUCPQ à Québec. Ça a été un grand bonheur. Puis plus récemment, puis on en parlera tout à l'heure, là, on parlera de VITAM, Centre de recherche en santé durable. Mais toutes ces années-là, après, bien, ça a été de mettre la physiologie de l'exercice, l'activité physique et plus récemment, parce que c'est une discipline plus jeune, la kinésiologie, dans une pléiade d'études. On a regardé dans quelle mesure recalibrer les dimensions de notre mode de vie, puis ajouter de l'activité physique, puis de l'exercice, peut considérablement améliorer le profil de santé de gens qui sont à haut risque. On parlera de formes de surpoids et d'obésité dangereuses. Donc, non seulement prévenir, mais aussi considérablement améliorer toutes les dimensions de la santé de gens qui sont déjà cardiaques, qui ont déjà eu des pontages orthocoronariens, qui ont le diabète de type 2. Prévention secondaire. Ça fait qu'on a, puis ça, ben, on a publié tout ça dans les grands journaux médicaux, les grands journaux scientifiques, mais on est en 2024, puis ça dort encore sur les tablettes. Ouais. Et c'est là, entre autres, justement, l'intérêt ou l'énergie qui est montée à l'intérieur de se dire, ben, je vais rassembler cette information-là puis la mettre sur forme. Ben, deux choses là-dedans, Pierre-Olivier. Moi, de par le fait que, encore une fois, j'ai eu le grand privilège, le grand bonheur, je veux les saluer, les cardiologues, chirurgiens cardiaques, les collègues chercheurs à l'IUCPQ, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. C'était un grand bonheur de travailler avec eux autres pendant 20 ans. Puis ce centre de recherche-là est mondialement connu pour ses travaux-là, entre autres en cardiologie préventive. Puis tu te dis, les grandes organisations de cardiologie dans le monde ont dit, OK, combattre les maladies cardiovasculaires, c'est une chose, mais là, dans leur planification stratégique, entre autres, une organisation comme l'American Heart Association, on avait notre congrès à Chicago en fin de semaine dernière où j'ai donné une conférence plénière. Même ces grandes organisations-là disent maintenant, il faut fabriquer la santé, là. Hey, c'est quelque chose. Une organisation de cardiologues puis de chirurgiens cardiaques, de médecine cardiovasculaire qui dit, non, dans notre planification stratégique maintenant, si on veut sauver, on va améliorer la santé populationnelle, il faut faire la promotion de la santé au-delà de gérer la maladie. C'est un changement de paradigme majeur. Et donc, ça se dit partout dans le monde, les grandes sociétés savantes, bien là, peut-être qu'il faudrait le faire au Québec. Et c'est pour ça qu'en 2019, j'ai décidé de sauter la clôture parce que j'étais à l'IUCPQ, j'y étais très, très bien, pour accepter une offre du CIUS de la capitale nationale de prendre la direction d'un nouveau centre de recherche qui allait se rapprocher des services de santé de proximité et d'essayer de faire le pont avec les approches de santé publique, les approches populationnelles. On a soumis un dossier au Fonds de la recherche du Québec Santé et ce centre de recherche-là a été approuvé pour financement à l'été 2019. On a travaillé avec les communautés, citoyens, des créatifs à se donner une image parce qu'on ne voulait pas un nom de technocrate. Oui, VITAM. Puis là, on a dit, on veut célébrer, on veut célébrer la vie, on va s'appeler VITAM. Puis on va faire la promotion d'un concept très simple, santé durable, une définition très populiste de la santé durable, un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain, sur une planète en santé. Là, tu vas me dire, Jean-Pierre, c'est un projet de société, cette affaire-là. C'est en plein ça. C'est en plein ça, mais quand tu le décomposes, et depuis que je suis à la direction de VITAM, et depuis surtout la publication du livre, là, l'année passée, La Révolution active, qui est un peu une bouteille que j'ai lancée à la mer en disant aux gens, saviez-vous que là, il y a des milliers de bouteilles qui me reviennent. Les communautés, les gens veulent m'entendre raconter cette histoire-là du vieux prof, chercheur d'université. C'est quoi les découvertes que vous avez faites qui sont pertinentes à notre mode de vie puis à notre santé? Puis c'est pas parce que c'est basé sur de la science que ça peut être compliqué. Ça peut être très, très simple. On va en parler, puis je l'explique dans le livre. C'est l'art de... C'est un signe d'intelligence, en fait, de réussir à vulgariser des concepts relativement complexes, mais qu'on passe sa vie à développer ces concepts complexes-là, mais on développe à un certain moment aussi la capacité de les simplifier puis de les vulgariser. Et là, tu me diras si je me trompe, Jean-Pierre. Tu permets que je te tutoie, Jean-Pierre? Franchement. Pas le choix de dire. Oui, on est filmé. Mais il y a 4 signes vitaux. Ouais. 4 signes VITAM. On s'en va là. Et on fait 4 signes VITAM. C'est bon, les signes VITAM, c'est un bon jeu de mots, j'aime ça. 4 signes VITAM de la santé. Puis là, je vais m'essayer. La capacité cardio-respiratoire. Ouais. Je vais donner mon truc mnémotechnique après. Donc, la capacité cardio-respiratoire, le tour de taille, la qualité de l'alimentation sur un cran de 1 à 100, et l'activité physique, le niveau d'activité physique.
Et le truc mnémotechnique, qui est la capacité respiratoire. On commence en haut dans le corps, on descend jusqu'à la taille, le tour de taille et l'alimentation, ça se passe là. Et on descend dans les jambes pour l'activité c'est physique. bon, j'avoue. Je m'en souviens de ça. Mais les signes vitales, ça, faut que je m'en rappelle. 4 C'est bon. signes vitales. Ça m'est venu tout de suite c'est quand bon, je pensais ça. aux signes vitaux. Donc, ça, c'est pas, le livre porte pas que sur ça, mais je pense que c'est quand même un bon morceau du livre que de parler de ces 4 signes vitaux-là. Puis même, je dis aux gens, vous savez, puis j'ai les élus là, qui me parlent du livre, je dis, regardez, pour vous faire une idée du style du livre, commencez par l'introduction puis allez tout de suite à la conclusion. Vous allez voir dans quel esprit j'ai écrit ce livre-là. Vous savez, ce livre-là, il a été écrit avec beaucoup d'humilité. Je ne dis pas aux gens, vous devriez faire ceci. Non, c'est saviez-vous que, puis prenez ce que vous voulez, mais vous allez voir, c'est pas un ton moralisateur, pas du tout. Mais ce que je veux, moi, j'ai la responsabilité morale. On est en 2024. C'est pas vrai que je vais accrocher mes patins, parce que là, à 66 ans, à un moment donné, je vais accrocher mes patins, pas tout de suite, ça presse pas. Mais à un moment donné, il y en a beaucoup plus de faits qu'il en reste à faire. Mais moi, j'ai cette responsabilité morale-là. C'est pas vrai que je ne vais pas expliquer aux gens de façon très, très simple. Saviez-vous que? Parce que personne n'en parle. Regardez, là, on parle encore du poids santé, on parle encore de la perte de poids. On ne parlera pas en ce moment de l'industrie qui proclame, qui dit, bien, l'obésité, c'est une maladie, il faut perdre du poids. C'est en partie vrai, ça, mais c'est une sursimplification. C'est une sursimplification. D'un concept, d'un problème de santé qui est hyper complexe aussi. Oui, voilà. Puis on stigmatise les gens plutôt que de dire, on a un modèle de société qui fabrique la maladie chronique. Et donc, il faut se poser des questions sur, oui, ça c'est fantastique, on a des procédures médicales, on a des molécules extraordinaires pour aider finalement les patients à reprendre leur contrôle de leur santé. Mais si on ne fait rien au niveau socio-économique, au niveau ce qu'on fait dans nos écoles, puis j'en parle dans le livre, moi je trouve ça éthiquement inacceptable que nos enfants ne bougent pas 1 heure par jour. Mais là, on ne parle pas de ceux qui font du sport-études, on ne parle pas de ceux qui ont une bonne motricité. Tous les enfants au Québec devraient bouger 1 heure par jour. Alors, si on revient à la définition d'un esprit sain dans un corps sain, là, c'est pas ça qu'on fait au Québec. Puis ça, j'ai pas peur de le dire, là, on fait des têtes pleines dans des corps inactifs, sédentaires, malades, qu'on bourre de médicaments. Un enfant hyperactif, c'est probablement un enfant qui est vigoureux, qui a une bonne condition cardio-respiratoire. Faites-le donc bouger un petit peu, dépenser de l'essence. Puis après, il va peut-être être plus concentré, plus apte à... Mais bon, on a un modèle en ce moment où on est complètement à côté de la plaque de ce côté-là. Puis ça, c'est une dimension. Alors, tu vois, quand on a ces conversations-là, ces conversations citoyennes-là avec les gens disent « Ah bien, c'est vrai, ça ne se passe pas dans les hôpitaux, ça. » Tout de suite, notre éducation publique, puis la façon, comment le village vit, hein? Ça prend un village pour faire du monde en santé. Comment on peut être beaucoup plus cohésif au niveau social, puis se donner les moyens, finalement, de manger mieux. Pas en disant aux gens, ben, arrête de manger de la poutine, là, puis arrête de boire tes boissons sucrées. Non. On peut-tu aussi avoir une offre alimentaire accessible à tout le monde, pas juste pour les riches qui ont les moyens de se payer des fruits et légumes. Fait que tu vois que c'est tout un système socio-économique qu'on peut réfléchir ensemble. Puis ça ne se passe pas au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce n'est pas à M. Dubé à gérer ça. Mais par contre, je vais aller plus loin que ça. Je peux aller plus loin que ça, par exemple. C'est au premier ministre du Québec de dire on a besoin d'un nouveau modèle socio-économique pour le Québec. Mon ministre de la maladie, il a besoin d'aide. On a besoin de réfléchir tous ensemble à un nouveau projet socio-économique qui va fabriquer de la santé pour tout le monde, plutôt que... Parce que là, ça va être un gouffre financier sans fond. Qu'on peut avoir un système de soins, moi j'appelle ça, c'est très personnel, mais on a le système de soins, là, qui est le système de santé, mais bon, en réalité on soigne. Là. Qu'on peut avoir un bon système de soins pour soigner ce qui est aigu, pour soigner aussi la maladie chronique jusqu'à un certain point, mais ça prend un système de santé qui promouvoit la santé parallèlement. Oui, puis encore une fois, le problème, c'est que notre système, notre service de santé de proximité, notre système de santé de proximité, c'est les urgences au Québec. Mais c'est parce que les gens n'ont pas ailleurs où aller. Alors, imaginez si on avait des pharmacies communautaires, si on avait des centres communautaires, les bons vieux CLSC dans le temps, si on avait comme ça, puis j'en ai vu ailleurs dans le monde, des centres de santé de proximité comme ça, puis ça ne fait pas la file là, pour rentrer là. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Ils sont intégrés dans la communauté. Fait que tous les petits enjeux de santé physique et mentale
sont prises en charge au niveau du quartier, de la proximité. Fait que là, tu soulages à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de remplir une urgence parce que les gens n'ont pas de médecin, n'ont personne où aller, juste pour être écoutés, pour être pris en charge pour Ouais. des petits bobos. Oui, puis je rebondis sur non, ça fait déjà quelques minutes, là, mais l'école, parce que je pensais à mon fils ce matin de 6 ans et demi, qu'on regardait l'agenda, on regardait l'horaire de la semaine, en fait. Puis là, on voyait, bon, il n'y avait pas d'éducation physique aujourd'hui. Fait que je me disais, oups, si on va pas bouger beaucoup aujourd'hui, il va falloir prévoir ça après l'école. Là, il y avait du parascolaire de soccer. Parfait, fait du soccer aujourd'hui, puis demain, il y a l'éducation physique. C'est tout, dans la semaine. Lundi, mardi, on est mercredi aujourd'hui au moment du tournage. Donc, lundi, mardi, vendredi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité physique, là, à part une petite récréation qui, dans son cas, qui est très personnel à lui, il a de la difficulté un peu à avoir beaucoup d'amis, puis fait qu'il va être plus en retrait. Donc, techniquement, il va être moins actif aussi. Fait qu'il faut organiser à la maison, mais c'est parce que je suis kinésiologue aussi que je le fais. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, encore une fois, les parents qui nous écoutent, là, s'il vous plaît, je ne suis pas en train d'y aller de leçons de morale en disant « Hey, chers parents, occupez-vous de vos enfants. » Non, non. On peut-tu prendre juste du recul un petit peu puis se dire quel genre de vie on a? Puis des fois, je me fais accrocher à l'épicerie par des gens qui disent « Hey, attends, d'après, je voulais perdre du poids. Avez-vous avez-vous des conseils à me donner? » J'ai pas de conseils à vous donner. Voyons donc, c'est avant de dire ça, je veux perdre du poids. La première question que j'ai pour vous, c'est quoi votre plan de vie? C'est quoi vous voulez faire dans la vie? Comment vous voulez que ça... Les gens, souvent, ils réfléchissent pas à ça. Prenez, là, avec vos blondes ou vos conjoints, vos chums, arrêtez-vous un petit peu, là. Puis jasez sur le genre de vie que vous voulez avoir pour vous puis vos enfants. Parce que c'est très personnel. C'est très personnel. Moi, qui suis-je pour juger des décisions personnelles que tu vas prendre sur la vie que tu veux pour toi et tes enfants? Moi, ce que je veux, par exemple, c'est que tu sois informé. Voici ce qui va arriver si tu ne fais pas telle ou telle chose. Hein? Un bon planificateur financier fait ça. C'est un rôle de planificateur santé. Voilà. C'est quoi tes objectifs? Tu veux prendre ta retraite à quel âge? C'est ça. Tu veux faire quoi à la retraite? Tu veux avoir un yacht puis fait que ce livre-là, c'est justement ça. C'est pas une leçon de morale. C'est de dire, mais regardez, ça peut se terminer comme ça ou comme ça, puis ça débute comme ça. C'est ces maladies-là qui s'installent. Et c'est fou, là, vous savez. Tu sais, on parle beaucoup en ce moment, je vais te donner un exemple, on parle beaucoup en ce moment de démence puis d'Alzheimer. Bon. Ben moi, je dis souvent, là, si je parle l'après-midi, là, puis je tombe à terre parce que je fais un infarctus, tu vas appeler le 911, puis dans 25-30 minutes, je vais être rendu à l'Institut de cardiologie, ils vont me mettre sur une table, les cardiologues là-bas vont me rentrer un petit guide, ils vont aller voir mes coronaires, ils vont dire « Jean-Pierre, t'es bouché là. » Bon, ils vont me déboucher, ils vont me mettre des tuteurs, puis dans 1 heure et demie, j'aurai plus de douleur au thorax. C'est absolument extraordinaire. Je vais avoir une deuxième chance de me reprendre en main. Même le président Eisenhower, je raconte ça, dans les années 50, quand il jouait au golf à Denver puis qu'il a fait son infarctus, il n'a pas eu cette chance-là parce qu'on n'avait pas cette technologie, on n'avait pas ce savoir-là. Maintenant, cette technologie-là, puis ça, il faut être fier de ça au Québec, elle est accessible à tous les Québécois, là, même les itinérants. Ça, on peut être fier de ça. Oui, alors que chez nos voisins du Sud, l'espérance de vie, ils n'ont pas notre espérance de vie. Plusieurs années plus basse que nous autres. Pourquoi? Parce que tu as des dizaines de millions d'Américains qui sont pauvres, qui n'ont pas d'assurance, qui n'auront pas accès aux chirurgiens cardiaques, qui n'auront pas accès aux cardiologues d'intervention. Fait que ça, là, on peut être fier de ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, ceci étant dit, ben, ce qui me fait beaucoup plus peur, moi, je te parle aujourd'hui parce que je me sers de ça en haut. Là. Alors, les vaisseaux, on vient de parler de conséquences de vaisseaux qui nourrissent mon cœur, qui sont obstrués, les artères coronaires, mais tout le lit vasculaire qui oxygène puis qui nourrit mon cerveau, c'est le même principe, Pierre-Olivier. Fait que si on a une alimentation, si on a à un moment donné une alimentation qui est de faible qualité, puis on est sédentaire, puis que ces vaisseaux-là s'endommagent, oups, à un moment donné, perte de concentration, un petit peu de fog, des symptômes anodins qui apparaissent prématurément. Puis après ça, on se demande pourquoi. Parce que les études, maintenant qu'on a, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on a toute une pléiade d'études qui ont montré le lien entre une condition que je décris dans mon livre, l'obésité viscérale, être gras par en dedans, et des changements structuraux au niveau du lit vasculaire qui perfuse ton cerveau, le déclin cognitif et la démence. Alors, si vous voulez garder ça ici,
Bougez. Si vous voulez garder ça fonctionnel le plus longtemps possible, retardez le moment où vous ne reconnaîtrez plus vos enfants ou votre blonde. Ouais. Bougez, s'il vous plaît, puis traitez pas ça comme une poubelle. Puis ça, comme une poubelle, ben mon Dieu, que les gens sont mêlés. Ça, il pointe sa bouche. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, mais ouais, effectivement. Est-ce que la plaque amyloïde, c'est lié à ça, là, la formation d'une plaque sur la surface? Bon, ça, du tu cerveau? vois, là, avant de rentrer dans les explications mécaniques, c'est là que tu peux perdre les Processus gens. mécanistique, là. ouais. C'est là que tu peux perdre les gens. Dans le livre, je ne vais pas là. Reste en amont, puis déjà de dire aux gens, voici les études qui montrent que les signes vitaux du mode de vie vont prédire presque parfaitement ton évolution vers une maladie qui est omniprésente au Québec, le diabète de type 2, qui va détruire vos reins, va détruire vos yeux, qui est la principale cause d'amputation, etc. Hein? Voici la principale cause de maladie cardiovasculaire. Voici la principale cause d'insuffisance rénale. Voici la principale cause de déclin cognitif et de démence. Voici la principale cause d'apnée du sommeil. Ça remplit, regarde, là, on vient de remplir nos hôpitaux. On vient de remplir nos hôpitaux. Ils ont réussi à... Ouais. Alors, d'où l'importance de tes signes vitames. Je vais m'en rappeler, celle-là. Alors, tu vois, les signes vitaux du mode de vie, d'où l'importance des implanter en pratique clinique. Et là, je vais dire aux gens qui nous écoutent, bien, mes excuses. J'ai lamentablement échoué. Comment se fait-il qu'en 2024, quand tu vas voir ton médecin de famille, il ne mesure pas les signes vitaux du mode de vie? Va continuer à marteler ce message-là parce qu'il va falloir éventuellement qu'on le fasse. C'est incontournable. Puis si on ne le fait pas dans les groupes de médecine familiale, bien, c'est peut-être dans ces groupes communautaires-là, ces structures communautaires-là, parce que ça, c'est incontournable. Je ne sais pas, avec la réforme, quelles seront les modalités, je te dirais, par lesquelles ces structures-là vont s'installer. Mais ça, Pierre-Olivier, c'est incontournable. Indépendamment et moi, je formule le souhait, je carbure à l'espoir que suite au message de M. Dubé de dire on n'a pas le choix, là, ça faisait plaisir à entendre, là, on n'a pas le choix, c'est insoutenable, le modèle actuel. M. Dubé, on est là. On est là, les scientifiques. S'il vous plaît, la science de la prévention là, est appliquée ailleurs dans le monde. J'ai donné une conférence en Corée du Sud au début septembre. Savais-tu que le tour de taille en Corée du Sud, il est mesuré de façon systématique. Ils l'ont sur 24 millions de Sud-Coréens adultes. Puis, ça, c'est un bon N. C'est pas pire comme N, hein? Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils trouvent? Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé, qu'ils ont rapporté? C'est plus faible. Mais peut-être quand même que la prise du tour de taille impacte. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ce que je dis depuis 30 ans, indépendamment, dans toutes les catégories d'IMC, plus le tour de taille des Sud-Coréens adultes est élevé, plus le risque de maladie et de mortalité augmente. Alors, eux, ils s'en préoccupent. Comment ça se fait qu'ici, en santé publique au Québec, on n'a pas une grande campagne nationale sur le tour de taille? Oui. Docteur Arruda, que je respecte énormément, comment se fait-il, Horacio, que tu n'as pas eu une grande campagne pour dire aux gens « Hey, le poids santé, le tour de taille est beaucoup plus important, surveillez votre tour de taille. » Oui. Qui n'a pas à la maison le petit ruban couture? Puis là, dans le livre, j'ai une page où c'est illustré comment mesurer son tour de taille. Fait que moi, ça fait une trentaine d'années que je ne me pèse plus. Je pèse personne, il est à poubelle, mais mon tour de taille, par exemple, je ne veux pas qu'il augmente. Et je rapporte dans le livre des études où on a entre autres suivi des femmes pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ces femmes-là n'avaient pas pris de poids. Alors, tu vois, si tu es leur médecin, tu dis, bien, Madame Tremblay, ça va bien votre affaire? Vous n'avez pas pris de poids en 7 ans? Oui, mais docteur, avez-vous mesuré mon tour de taille? Parce que moi, je l'ai mesuré devant mon miroir à la maison, puis il a augmenté de 4 cm. Bien, dans cette étude-là, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Puis on a trouvé que cette augmentation de tour de taille-là prédisait la détérioration de la glycémie de ces femmes-là dans le temps. Alors, tu vois que tu suives l'évolution de leur poids. Ah, Madame Tremblay, vous avez un poids de santé depuis 7 ans, ça va bien. Non, docteur, j'ai pris 4-5 cm de tour de taille. Ça va pas bien. Puis là, tu pourrais me poser la question, je l'explique. Comment on peut augmenter son tour de taille? Ben, toi, tu le sais. Comment est-ce qu'on peut augmenter son tour de taille? C'est parce que toi, je dis ça, je le taquine parce que lui, il connaît la réponse. Il est kinésiologue. C'est parce que si tu es sédentaire, tu vas perdre la masse musculaire avec les années, tu vas prendre du bedon, ça ne paraît pas sur le pèse-personne. La beauté, c'est que l'inverse est aussi vrai. Comme kinésiologue, tu le sais, cette personne-là se met à marcher avec sa blonde, avec son chien, avec une laisse, fait semblant qu'il fait marcher son chien. Il va prendre la masse musculaire
va perdre du tour de taille, ça ne paraît pas sur le pace-personne. Puis ça, on l'a documenté dans nos études. On a un de nos plus grands succès, un de nos hommes qu'on avait entraîné pendant 3 ans, là, il a perdu une quantité de graisse viscérale, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, l'abdominal, spectaculaire, sans perdre de poids sur 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il avait pris de la masse musculaire. C'est ça, c'est ça. Et surtout les anciens athlètes, là. Tu sais, l'athlète universitaire, puis au début de l'âge adulte, il a continué, puis là, maintenant, les enfants, puis la vie, C'est ça. là, se faire rattraper. Mais il y a une mémoire aussi, le muscle a une mémoire, et plus, fait que ces gens-là, souvent, ils reviennent avec à l'entraînement ou juste à l'activité physique au sens large, puis la masse musculaire se met à réapparaître, tout dépendant du type morphologique. Bon, il y a plein de choses à considérer, là, mais... Ça, en passant, ceux-là, des petites nouvelles pour eux autres, hein, parce qu'il y a des très, très vieilles études. Un des pionniers du domaine, Dr. Ralph Paffenbarger, que j'ai bien connu, qui est décédé, avait montré l'étude des anciens de Harvard. Il avait pris tous les athlètes universitaires de Harvard, suivis dans le temps. Ceux qui, après leur carrière universitaire, arrêtaient, là, étaient aussi à risque qu'ils étaient sédentaires que ceux qui n'avaient jamais fait de pratiquer de sport de leur vie. Fait que les anciens athlètes universitaires, là, l'ancien joueur de football, là, s'il vous plaît, faites attention. C'est pas parce que vous étiez des athlètes universitaires, si vous devenez sédentaire, vous êtes aussi à risque que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de haut niveau de sa vie. Bon, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Non. Nos posters et nos médailles. Non. Puis ce qui me fait rire, c'est ironique, là, mais prendre le poids dans un bureau d'un médecin, dans un GMF, sur une vieille balance avec des poids, là, Stanley, c'est plus long que de faire un tour de taille, en réalité. Donc, c'est même pas... Il y a pas, parce que la capacité cardio-respiratoire, on pourrait s'asseoir un peu, se dire, ah oui, mais là, ça va prendre 7-8 minutes. Bon. Mais le tour de taille, ça prend pas de temps. Fait qu'il y a comme une espèce de non-sens, effectivement, que l'information circule pas. Le temps file, Jean-Pierre, tu seras au congrès de la santé intégrative le 31 janvier, 1er février 2025 prochain, à côté de plusieurs autres conférenciers. On parlait du centre de cardiologie tantôt, on a Louis Bérard qui me vient en tête, qui est au centre de cardiologie de Montréal. Excellent chercheur. Il va vous parler justement, un expert mondialement connu de la santé du cerveau, justement. Oui, exactement. Ouais. On a hâte de l'entendre. Serais-tu assez généreux pour nous partager un peu ce dont tu vas nous parler au congrès? Ben, écoutez, au congrès, on va avoir une conversation citoyenne carrément, puis vous êtes généreux, vous m'avez donné du temps, ça fait que je vais avoir le temps de raconter l'histoire que je raconte dans les bibliothèques du Québec, dans les centres communautaires. Vous allez entendre un vieux prof chercheur qui va vous distiller en 1 heure, 40 ans de carrière. Il va vous dire, saviez-vous que? Ça fait qu'on va passer à travers, je dirais, les moments clés des découvertes qu'on a fait en 40 ans. Puis surtout, un appel après ça. Alors, on va parler, je vais élaborer sur les signes vitams du mode de vie. Là, je ne l'oublierai pas. Celle-là, parler de, saviez-vous que le gras par en dedans, c'est beaucoup plus dangereux que le poids corporel. Pourquoi? La condition cardio-respiratoire rend hommage au pionnier du domaine, Dr. Steve Blair. Puis après ça, la nutrition pour les nuls comme moi, parce que ça, c'est la même chose. Puis Olivier, moi, je travaille 60 heures par semaine. On s'entraîne à travers ça parce qu'il faut rester en forme, mais moi, je n'ai pas le temps de compter mes calories. Là. Pas le temps de. Non. Mais il y a des choses très, très simples qu'on peut faire et qui fonctionnent. Et ça, on va en parler. On peut mesurer très, très facilement, basé sur ce qu'on consomme dans une semaine, la qualité de notre alimentation globale, mais pas basé sur le nombre de calories qu'on consomme, puis la quantité d'hydrates de carbone ou de protéines. C'est dépassé, ces concepts-là. Je vais peut-être en faire sourciller quelques-uns, là. Puis le niveau d'activité physique, maintenant, avec les objets connectés qu'on a, c'est tellement facile. Puis vous le savez probablement, mais vous pouvez même mesurer votre condition cardio-respiratoire. Google va se charger, puis Apple va se charger de ça pour vous. Puis le message le plus important en attendant qu'on se voit, c'est qu'on ne veut pas faire des athlètes de la population québécoise. Ce que je dis dans le livre, tout le monde peut vivre comme un athlète. Qu'est-ce que ça fait un athlète? Ça a du fun de temps en temps, ça fait le party de temps en temps, mais qu'est-ce que ça fait? Ça dort, ça s'entraîne, ça mange bien, ça respecte son corps. Fait que respectons notre corps, mangeons bien, bougeons bien. Puis il y a des choses très, très simples, encore une fois, qu'on peut faire pour avancer dans la vie en santé. Puis évidemment, je vais finir sur ce projet de société-là. On a besoin, puis quand on réalise que la santé
80% de nos trajectoires de vie en santé aux malades, ça, c'est pas Jean-Pierre Després qui invente ce chiffre-là, là, c'est un paquet de sociétés savantes dans le monde. Ça se passe en dehors des hôpitaux. Ben, on doit réfléchir tous ensemble, OK. Puis c'est pas moi qui va dire aux Québécoises, aux Québécois, ben voici ce que vous devriez faire, mais on peut-tu réfléchir ensemble au genre de société qu'on voudrait laisser à nos enfants, nos petits-enfants? Et ça, par exemple, vous pouvez compter sur moi et sur d'autres scientifiques pour accompagner la société québécoise là-dedans. Puis c'est ça que j'espère, en bout de piste, que la science va être mise au service de la population, pas pour imposer des vues, qu'elles soient disponibles. Dans des décisions éclairées. Voilà. Éclairées. Voilà. Un peu les décisions éclairées, pour moi, chaque fois que je dis ce mot-là, je pense à un fumeur, là, parce que je me dis, le fumeur, maintenant, il t'écrit sur sa cigarette, je trouve ça ridicule, mais en tout cas, opinion personnelle, là, il t'écrit sur sa cigarette que ça va le tuer. Puis ça, c'est récent, là, ça fait peut-être 6 mois, 1 an qu'il commence à l'écrire, puis je me dis, j'aurais aimé ça avec le petit oiseau dans la réunion, là, qui se sont dit, bon, comment qu'on pourrait faire pour faire que les gens fument moins? Bon, c'est écrit sur le paquet, il y a des images de poumons nécrosés, on va l'écrire sur la cigarette. Ils le savent, les gens le savent. Puis c'est quand je vois quelqu'un fumer, je suis pas fâché, je suis empathique. À la limite, le sentiment, c'est de l'empathie, peut-être de la pitié, limite, mais je suis très empathique. Je me dis, cette personne-là souffre, probablement. A probablement déjà essayé d'arrêter de fumer. Il y a probablement plusieurs raisons qui font qu'elle fume. Et malgré l'information, ben, elle le fait encore. Maintenant, je vais payer pour elle. Je vais payer quand elle va aller à l'hôpital, quand elle va avoir besoin d'en faire l'emphysème. Ça va me faire plaisir, entre guillemets, là, de payer pour cette personne-là. Mais l'autre qui a pas l'information, il n'y a pas l'éclairage, c'est là que ça déchire en dedans. Mais tu vois ce que tu viens de dire là, je suis tellement à la même place que toi. Ces personnes-là, là, ils ont besoin d'être accompagnés. Puis moi, ce que je dis souvent à des fumeurs, je dis, regardez, là, je ne voudrais pas être à votre place. Parce que c'est une sacrée dépendance. C'est une drogue, là. C'est la chose, une des choses les plus... C'est un des comportements les plus difficiles à modifier. Là, les gens me regardent parce qu'ils pensaient que j'avais, ben voyons, t'es ben nono de fumer. Non, non. C'est une dépendance, là. C'est une dépendance, là. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est pas les gens riches qui fument. T'sais, en moyenne, c'est pas les gens riches. C'est les gens qui n'ont pas les moyens de fumer. Et les pays, même, qui n'ont pas les moyens aussi. C'est ça, exactement. Donc, plutôt que d'y aller de leçons de morale, on a besoin d'accompagner puis d'avoir, encore une fois, mais ça demande du temps, de l'énergie et des ressources. Puis dans un modèle où tu gères la maladie, ben, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ça prend une orientation. Puis là, on espère que, au moment qu'on enregistre ça, il n'y a pas si longtemps, 2-3 semaines, on a eu une annonce. Il y a eu le ministre de la Santé là, qui a dit que c'était une manifestation, un constat de M. Dubé. C'est déjà une première étape, un constat qu'on doit faire quelque chose. Donc, on est rendu là. En espérant que quand on vous écoutez ça, déjà, on est rendu un peu plus loin et que les choses se mettent en place. Avant qu'on se laisse, est-ce que, ou plutôt, quel serait, tiens, on reste sur la même thématique, tant qu'à en parler de décideurs. Là, si on avait Horacio, si on avait le ministre, si on avait le premier ministre avec nous, ce serait quoi l'élément clé? Ce serait quoi l'élément si on te donne un pouvoir d'influence, de manipulation, là, positive, évidemment, là, pour dire... Monsieur le premier ministre Legault, qu'est-ce que vous voulez laisser? C'est quoi votre legs à la société québécoise? Regardez les grandes initiatives qu'on a eues, la Révolution tranquille, après ça, puis là, je ne fais pas de politique partisane, mais il faut quand même admettre là, qu'on a eu des grandes politiques. L'hydroélectricité. Dans toutes sortes de domaines, la langue, l'économie, les contributions de gens comme Jacques Parizeau, tout ça. Michel Clerc, la ceinture de sécurité. Imagine la ceinture de sécurité. Moi, je connais bien maintenant Michel Clerc parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant quelques années au moment qu'il était président du conseil d'administration d'Alliance Santé Québec. J'ai dit, Michel, tu as sauvé des milliers de vies. Mais au début, c'était très, très controversé. Il me racontait qu'il y avait même le chef de la police de Montréal qui était contre lui. Imagine! C'est hallucinant de penser comme ça maintenant. Alors, tu vois que les normes sociales, on peut les changer doucement. Alors, M. Legault, c'est quoi le Québec que vous voulez laisser à vos enfants et vos petits-enfants? Bien là, vous le voyez, l'item de gestion de la maladie cause préjudice aux investissements que vous pouvez faire dans l'éducation publique. Tout peuple qui se respecte devrait prioriser l'éducation publique. Un peuple qui ne priorise pas ça, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. On a besoin de réfléchir collectivement ensemble
à ce modèle. Moi, c'est ce que je veux. Je leur ai dit au moins, puis je te remercie d'être une autre courroie de communication de ce message-là. Levons-nous ensemble, juste pour réfléchir ensemble collectivement, c'est quoi le Québec là, des 30-40 prochaines années? On est confronté à ces enjeux-là de santé durable, je reviens là-dessus, un esprit sain dans un corps sain, on n'est pas là, milieu de vie, environnement sain. Quelle sera la qualité de l'eau au Québec dans 30-40 ans? Moi, j'étais un petit gars du milieu rural. Mon puits artésien qui a été creusé par mon grand-père, l'eau est extraordinaire. Mais je regarde ce qu'on étend sur mes terres, pas sûr que cette eau-là va être bonne encore dans 30 ans. Et quel genre de modèle de production agricole, de transformation, de système alimentaire on va laisser à nos enfants? Moi, quand j'atterris dans les grandes villes asiatiques, le ciel, il est brun, il est jaune. Au Québec, le ciel, il est bleu. Est-ce qu'il sera encore bleu dans 30, 40 ans? C'est tout ça auquel on a besoin de réfléchir, puis c'est ça la santé durable. Puis moi, je formule juste le vœu. Est-ce qu'on peut au moins avoir un exercice de réflexion là-dessus? Est-ce qu'on peut se donner les moyens, M. Legault, de réfléchir à ça? Docteur Jean-Pierre Després, ça a été un grand plaisir de se parler aujourd'hui. Merci. Et oui, déjà à la fin, vous avez aimé cet épisode. Merci de partager avec les gens autour de vous, que ce soit en nous donnant une notification, des étoiles, partager pour faire connaître la bonne nouvelle, pour nous aider à accomplir notre mission qui est d'aider le plus de gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.